Reprise de la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis initiée par le président Trump. Le président Biden dit être contraint de le faire. Des échos dans ce journal. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est une innovation majeure au Burkina Faso dans le domaine de la santé. Et bien en marge des 6e journées scientifiques de périnatalité, le professeur Seydou Baro, porteur du projet pilote de télémédecine au Burkina Faso, expérimente la téléconsultation, dont la télééchographie et la téléanapathie. Quelles peuvent être les retombées d'une mise en œuvre effective de la télémédecine au Burkina Faso et quel sera son impact sur la vie des populations? Des éléments de réponse dans ce téléma signé Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Selon moi, la médecine a évolué jusqu'à ce qu'on peut faire l'échographie par télé-réalité. Donc je suis vraiment contente pour cela. Face à leur écran, le professeur Der Adolphe Soumé et le docteur Herman Ouattara, tous deux gynécologues, expérimentent à l'occasion des 6e journées scientifiques de périnatalité organisées par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, la télééchographie. Il s'agit d'une échographie à distance. Les gynécologues échangent depuis les différentes positions par visioconférence avec la sage-femme Honorine Aïssa Souma, chargée d'assister la patiente. On peut s'imaginer une dame qui arrive dans un centre de santé périphérique, qui n'a pas d'échographe et qui a besoin vraiment d'une échographie. Des sages-femmes formées à ce niveau peuvent manipuler la sonde comme ce qu'on a fait, et puis un médecin peut rester à Boubou, à Ouaga ou bien au chef-lieu de province pour regarder avec elle les images et peut pouvoir la guider. De telle sorte, cette femme qui est venue peut recevoir une échographie dans son centre de santé. La télééchographie, la télémédecine en général, c'est une superbe innovation, je trouve. Et pour le Burkina, qui est un pays à ressources limitées, avoir la possibilité dans nos maternités, même en CSPS, en l'absence de gynécologue, que la sage-femme puisse faire l'échographie de base et que les gynécologues puissent à distance apporter l'expertise pour une meilleure santé des mères et des enfants, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est prometteur pour le changement positif des indicateurs de santé maternelle. Développée depuis une quinzaine d'années, la télémédecine prend son envol cette année au Burkina Faso et ce grâce à la vision de cet enseignant-chercheur très connu sous le nom du professeur Seydou Baro, expert des systèmes d'information en santé et spécialiste d'informatique médicale qui veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. On n'a pas suffisamment de spécialistes, on n'a pas suffisamment de professionnels de santé pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de voies accessibles, la population n'a pas accès aux soins, surtout les soins de qualité, parce que quand on parle des soins de qualité, c'est des soins qui sont administrés par des spécialistes. Projet innovateur, la télémédecine est venue comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de professionnels de santé. Pour le professeur Der Adolphe Soumé, dont l'expertise en gynécologie n'est plus à démontrer au pays des hommes intègres, la télééchographie est une solution pas des moindres en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile. Je pratique la gynécologie il y a au moins une trentaine d'années. Et on a vu des vers et des pas mûrs. Et fort de tout ça, l'introduction de la télééchographie, qui est une obstétricale, qui est une sous-spécialité de la gynécologie obstétrique, je dirais de l'obstétrique tout court, puisque là c'est la mère et l'enfant, dans nos pays va contribuer beaucoup à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'OMS recommande que toute femme enceinte, où qu'elle soit, avant 24 semaines, ou disons au plus tard à 24 semaines d'aménorrhée, devrait bénéficier d'une échographie obstétricale. Aujourd'hui, l'échographie est d'un apport
incontournable dans le meilleur suivi des femmes enceintes. Malheureusement, au niveau du Burkina, on est combien de gynécologues? Une 200aine. Combien sont dans les villages? Je n'en connais pas. Dans les CHR, oui. Dans quelques CMA, en ville. Mais la communauté est dans les villages. Et là-bas aussi, les femmes tombent enceintes. Donc la communauté, le premier personnel qualifié dans les centres de santé et de promotion sexuelle, c'est les sages-femmes. Alors imaginez qu'on puisse avoir un appareil d'écho portatif pour des échographies sommaires de diagnostic de la grossesse, de la position du placenta, diagnostic de la grossesse extra-utérine, de mesure de l'âge de la grossesse. Ce serait d'un apport incommensurable. Et c'est en cela que la télémédecine, qui va permettre à un expert qui est à distance de guider l'agent qui est dans la communauté afin que l'échographie soit vraiment de qualité. Outre la télééchographie, la plateforme télémédecine prévoit d'autres services tels que la télédermatologie, la télé-ECG, la télé-anapathe, le dispositif de suivi cardiovasculaire. Et en croit ce médecin pathologiste en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, cette initiative vient combler le manque de spécialistes dans les zones reculées du Burkina Faso. À l'instant T, on est 24 pathologistes pour plus de 20 millions d'habitants, dont 15 sont seulement dans la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez que quand on regarde leur répartition, on peut faire l'examen anatomopathologique à Ouaga, à Bobo, à Ouaïvia et à Fada seulement, et les autres régions. Donc nos attentes sont que en fait pour des solutions de ce genre, que ça puisse voir le jour pour que nous, les pathologistes, on puisse apporter notre concours à des soins de qualité pour nos populations partout où le besoin se fera sentir. Donc on trouve que le projet est très bien et en tout cas on pense que ça peut être une solution, comme l'a dit le professeur Barou, pour combler les déserts médicaux. Voilà, en soins de qualité, en médecins plus spécialisés pour certaines disciplines. Au cours des prochains mois, il est prévu la mise en place d'un système pilote au centre hospitalier régional de Tenkodougou. Au terme de la phase pilote, il est envisagé une extension du projet aux autres centres de santé après un suivi évaluation. À noter que le projet est financé en partie par le Centre de formation et de recherche en technologie médicale, par l'Université virtuelle du Burkina Faso et par l'Agence belge de développement. La prise en charge des enfants handicapés, c'est le combat de Dame Kafando, directrice générale du Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds. Elle a donné de la voix pour une meilleure prise en compte précoce, surtout des enfants handicapés, au cours d'une conférence de presse. C'était en présence de Odette Zouangena et Gédéon Tapsova. 15% de la population mondiale vit avec un handicap. Les statistiques en date de 2021 au Burkina Faso du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues font état de 60 724 enfants en situation de handicap, dont 49 301 au primaire. Ces données assez importantes inquiètent la directrice générale du Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS et son partenaire Déficience AO. Il tire ainsi la sonnette d'alarme sur la nécessité de la prise en charge précoce des enfants handicapés, malheureusement victimes de négligence. La discrimination et le peu d'intérêt à leur endroit restent perceptibles dans tous les domaines. Bien que plus que vulnérables aux problèmes de développement, les jeunes enfants avec un handicap sont souvent négligés dans les programmes et les services ordinaires
conçus pour assurer le développement de l'enfant. Ils ne reçoivent pas non plus le soutien indispensable pour accéder à leurs droits et répondre à leurs besoins convenablement. Alors, garantir l'accès à un soutien adéquat, comme l'éducation précoce, l'intervention précoce auprès de la petite enfance peut contribuer à garantir les droits des enfants handicapés en promouvant une enfance enrichissante et satisfaisante et en les préparant ainsi à la participation pleine et effective à l'âge adulte. Le manque de prise en charge précoce des enfants en situation de handicap développe un trouble de personnalité engendrant un repli sur soi, un manque de confiance, un handicap à vie, un enfant très sensible aux critiques, mauvais jugement ou auto-sabotage, une déviation du développement psychomoteur, un retard de croissance, et cela peut provoquer également un banditisme, une charge sociale très compliquée, et il faut plus de temps pour réaliser un résultat remarquable. Pour y remédier, l'apport des associations et organisations de personnes handicapées à travers la sensibilisation et celui de l'État via l'équipement des structures de prise en charge en matériel adéquat pour le dépistage précoce sont vivement attendus. À cela s'ajoute la responsabilité des parents par la fréquentation des centres de santé pour la consultation prénatale, le suivi et le respect du calendrier vaccinal de l'enfant et l'acceptation dans le cas échéant de la situation de leurs enfants par leur implication dans leur éducation. De ces filles, l'on retient que c'est la toute première école inclusive et centre de référence en Afrique de l'Ouest spécialisée dans l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées et celles sans handicap. Le centre a vu le jour en 1988 grâce à la vision du feu pasteur Abel Kafando. Ma reconnaissance, ma victoire, le concept de cette grande soirée de louanges organisée par l'équipe de louanges Zamar de l'église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire, on en reparle dans cette édition. Eh bien, c'est déjà dimanche prochain, 8 octobre à 17h au Temple Bethel, Israël, siège du Centre international d'évangélisation. Plusieurs groupes seront invités et du côté de Zamar, tout est prêt, bien sûr, les petits plats sont mis dans les grands pour une soirée pleine de sons et riche en couleurs également. Zoom sur l'une des répétitions de l'équipe de louanges avec Delphine Banessi et Yannick Kaboré. Le groupe Zamar est prêt par la grâce de Dieu. Le groupe Zamar est prêt et nous vous attendons pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Ils sont fin prêts, eux, ce sont les membres du groupe Zamar de l'église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire, qui organise ce dimanche 8 octobre 2023 un concert dénommé Ma reconnaissance, ma victoire. Zoom sur l'une de leurs séances de répétition. Les répétitions se passent bien. Il y a jusqu'à deux types de répétitions. Il y a Zamar qui répète. Et il y a l'équipe des chantres unis aussi qui répète. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir bien répéter et pouvoir rendre quelque chose de bien à l'Éternel le jour du concert. Cette édition, qui se tiendra à Eden TBI, siège du Centre international d'évangélisation, se veut assez spéciale car le groupe Zamar entend fédérer tout le corps de Christ pour un soutien à CVK LVD qui a été éprouvé le 13 mars dernier par un incendie. C'est amener tout le corps de Christ parce que ce n'est pas une question de dénomination, mais c'est une question du royaume de Dieu. Et c'est amener tout le corps de Christ derrière les médias, derrière CVK LVD pour gagner des âmes. Et à l'occasion du concert que nous voulons organiser à Eden TBI, c'est vraiment montrer qu'entre CVK LVD et Impact TV, il n'y a pas de concurrence. Ils travaillent tous ensemble pour le royaume de Dieu. L'invité spécial de cette année est la chanteuse Maggie Blanchard du Canada.
En outre, plusieurs autres chantres ont été conviés à apporter leur pierre à la construction de cet édifice. En attendant, au sein du groupe Zama, on rajuste, on accorde voix et instruments de musique pour un rendu parfait à la gloire de Dieu. Et rappelons que c'est un concert dont l'entrée est libre et gratuite, au cours duquel des offrandes seront collectées pour soutenir votre média CVK LVD. Il faut préciser, bien entendu, toujours dans le cadre de ce concert, qu'une invitée de marque, la chantre Blanchard Magui, qui nous vient directement du Canada. Elle est déjà présente sur le sol burkinabé et plusieurs activités également accompagneront cette soirée de louange. À savoir une conférence avec les chantres, c'est demain samedi donc à 9 h au Temple évangélique Grâce et Victoire, et une autre soirée le samedi soir à 17 h à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, où la dame, la chantre Magui Blanchard rencontrera les femmes. La suite de ce journal, nous ouvrons la fenêtre internationale aux États-Unis. Nous le disions en titre. Le président Joe Biden a décidé de reprendre la construction du mur initié par son prédécesseur pour bloquer l'arrivée des migrants mexicains aux États-Unis. Joe Biden contraint de poursuivre la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Le président américain a déclaré qu'il avait échoué à convaincre le Congrès d'en interrompre le financement. Ce mur, destiné à bloquer l'arrivée de migrants mexicains aux États-Unis, était sorti du sol sous la présidence de Donald Trump, qui s'est réjoui de cette annonce. Joe Biden, lui, est accusé de volte-face. I tried to get them to reappropriate, to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. Do you believe the border wall works? No. La poursuite de la construction de ce mur a été qualifiée de pas en arrière par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a rencontré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Les États-Unis vont par ailleurs reprendre dans les prochains jours les expulsions directes par avion de migrants vénézuéliens qui étaient suspendus depuis des années en raison de la situation sécuritaire dans le pays. L'ONU et l'Union africaine discutent du financement des opérations de paix. Les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent. Suivez. Les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent depuis ce jeudi à Addis Abeba du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent. Afin de remplir correctement ces fonctions et les points de l'ordre du jour du Conseil de sécurité relatif à l'Afrique, le Conseil doit être en mesure d'entendre les perspectives africaines sur ses propres défis. Mais plus encore, nous voulons entendre vos aspirations et vos besoins, car nous sommes avec vous. Le représentant d'Antonio Guterres auprès de l'UA a lui souligné que l'insécurité sur le continent nécessite de nouvelles réponses mises en œuvre par les partenaires africains. L'importance des réponses menées par l'Afrique avec un financement prévisible, durable et flexible fera partie d'une boîte à outils pour les réponses aux conflits et aux crises en Afrique. Le fait d'accompagner les Nations Unies et de financer les opérations de soutien menées par l'UA renforcera la capacité des deux organisations à faire face conjointement aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité en Afrique. Les deux conseils devraient évoquer vendredi la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement au Soudan, au Sahel, en Somalie et en RDC. Dernier élément de ce journal, catastrophe climatique. Plus de 43 millions d'enfants sont jetés sur les routes. Inondations, tempêtes, sécheresses en sont les causes. Pour l'UNICEF, c'est d'ailleurs le début. Des dizaines de millions d'enfants et leurs parents sont forcés de quitter leur foyer à cause d'inondations, de sécheresse, et ce n'est que le début, alerte l'UNICEF.
Résumons les statistiques recueillies depuis 2017. Le dernier rapport de l'UNICEF affirme qu'au total, 43,1 millions de déplacements d'enfants ont eu lieu au cours des 6 dernières années en raison de catastrophes climatiques. L'UNICEF souligne que si le lien entre le changement climatique et les déplacements est complexe, il est plus clair que jamais que le climat modifie les schémas de déplacement. Les tempêtes et les inondations sont les 2 principaux facteurs météorologiques de déplacement des enfants. Le nombre, la fréquence et l'intensité de ces catastrophes ont augmenté récemment et ce processus est lié au changement climatique. Dans un avenir prévisible, les choses vont empirer selon l'UNICEF au cours des 30 prochaines années. Les inondations fluviales à elles seules pourraient entraîner le déplacement de 96 millions d'enfants. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, nous vous souhaitons un excellent week-end, surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. À demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Bonsoir.